Bonjour. Ce cours que je suis sur le point de dispenser s'intéresse plus spécialement aux étudiants des relations internationales, bref, tous les niveaux confondus. Et au chapitre 1, nous tenterons d'expliquer liminairement les fondements théoriques des relations internationales. Et oui, effectivement, nous devons savoir que l'analyse des relations internationales passe par la compréhension de ces fondements théoriques. Par définition, la signification originelle du verbe grec théorin renvoie tout simplement au fait d'observer avec émerveillement ce qui se passe pour le décrire, pour l'identifier et le comprendre. À rebours de ceux qui doutent de l'existence d'une théorie en la matière, Dario Battistella essaye de nous montrer ici que les relations internationales sont une science sociale et qui sont caractérisées par un objet d'étude qui est bien délimité et aussi par une démarche scientifique ou méthodique qui est reconnue. Parlant même de l'origine du mot international, forgé par le philosophe utilitariste britannique Jeremy Bentham au XIXe siècle, ce dernier s'efforce de définir la spécificité et la cohérence des relations internationales avant de s'interroger sur la méthode la plus appropriée pour étudier le dit objet. En réalité, il existe plusieurs classifications des théories des relations internationales. Plusieurs établissent la distinction entre les théories générales, c'est-à-dire les trois philosophies, qui nous offrent une explication historique normative en général des théories des relations internationales. Et oui, effectivement, je fais ici allusion, n'est-ce pas, à la théorie réaliste, à la théorie libéraliste et aussi à la théorie marxiste. Au second degré, nous tenterons d'étudier les théories partielles, c'est-à-dire qui sont propres au concept ou soit au champ de spécialisation des relations internationales et aussi les conceptions normatives critiques des théories générales. Et oui, au grand 1, nous allons voir la théorie réaliste. Et vous devez savoir que le réalisme comme école nous offre ici une vision des relations internationales qui essaie d'appréhender le monde tel qu'il est et non tel que l'on voudrait qu'il soit. Plusieurs auteurs de ce courant, bien sûr, s'inscrivent dans la lignée des penseurs qui, à un moment donné, ont développé une théorie ou une vision, je dirais, cynique et pessimiste des rapports humains. En cela, le dialogue mélien de Thucydide entre 471 et 400 avant Jésus-Christ, dans son récit de la négociation entre les puissants athéniens et les représentants de la petite île de Mélos, fait remonter la petite île de Mélos, bien sûr, et surtout pendant la guerre du Péloponnèse. Et donc, essaie de faire remonter ici l'importance de rapports de force et qui peut être considéré aussi comme l'un des textes fondateurs des relations internationales, ayant inspiré ou soit résumant ici toute la pensée réaliste jusqu'à nos jours. Prenons par exemple le prince Machiavel entre 1469 et 1527, érige ici la sécurité de l'État au cœur de ses préoccupations. Il y a aussi le Léviathan de Thomas Hobbes entre, je dirais, 1588 et 1679, nous offre ici une vision de l'état de nature marqué par la guerre de tous contre tous, nécessitant, n'est-ce pas, l'instauration de l'ordre par une autorité supérieure. Il y a aussi le célèbre ouvrage de Clausewitz intitulé De la guerre, qui insiste sur le fait que la guerre est une poursuite de la politique par d'autres moyens. Ouvrage écrit entre 1780 et 1831. Tous ces auteurs, ou soit ces ouvrages que nous venons de citer si haut, constituent en quelque sorte une source d'inspiration des auteurs du réaliste du XXe siècle. Et oui, parmi ces auteurs du XXe siècle, nous avons entre autres Hans Morgenthau,
entre 1904 et 1980. Nous avons Kenneth Waltz, nous avons Henry Kissinger entre 1923. Nous avons aussi le célèbre sociologue en la personne de Raymond Aron dans son majestueux ouvrage intitulé La paix et guerre entre les nations, figure ou tiennent place parmi les illustres ou soit parmi des éminentes, n'est-ce pas, icônes de l'école réaliste. Oui, s'efforçant de comprendre l'attitude, soit les préoccupations des responsables de la politique étrangère, voire de les guider dans leur action, ayant aussi par eux-mêmes exercer ce type de fonction. Je fais ici allusion, en l'occurrence, n'est-ce pas, de Henry Kissinger, qui fut secrétaire d'État américain entre 1973 et 1977. Tous ces auteurs réalistes que nous avons eu la majestueuse d'esprit de les citer au prélude de nos propos, en tout cas, privilégient la lucidité de l'action au détriment, n'est-ce pas, d'une spéculation jugée idéaliste. Et oui, les échecs des idées wilsoniennes. Il y a aussi l'impératif de la guerre froide au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, la rivalité entre le bloc Est-Ouest, ont en tout cas instauré aux États-Unis la pensée réaliste comme étant une approche pragmatique. Il y a aussi le risque des conflits permanents entre les États en quête, n'est-ce pas, de puissance et d'équilibre des puissances, constitue ici l'hypothèse centrale des relations internationales. Et aussi, pour les réalistes, les relations internationales sont caractérisées par des conflits permanents. Et oui, plusieurs éléments peuvent étayer parce que chaque État est à la recherche de ses intérêts nationaux. Ça veut dire que mieux vaut se fier à ses propres garanties ou à sa propre sécurité que de se confier aux autres ou soit à une organisation internationale. Et c'est ce que les anglo-saxons ont appelé ici le self-help, c'est-à-dire en matière de sécurité, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pour la prochaine vidéo, nous allons aborder, n'est-ce pas, le courant libéraliste et ses trois principaux courants, et aussi par la même occasion, nous parlerons, n'est-ce pas, du courant marxiste.